Elle est diplômée en chirurgie dentaire à la faculté de Constantine et en neurosciences à Marseille, c'est bien ça. C'est ça. Voilà, donc je pense que tu es la mieux placée pour parler de toi, donc je t'invite à te présenter. Vas-y. Je pense que c'est ça. Hein. Je dis la présentation, enfin le truc sur la page, je crois que ça a bien résumé les choses. Donc. Oui, mais si tu veux parler un peu de ton parcours, Haka, le temps que les gens viennent, alors il n'y a aucun problème, vas-y. Alors, mon parcours, qui m'a goûté le com. J'ai fini mes études en dentaire. Du coup, j'ai travaillé en Algérie en tant que déléguée médicale chez Laboratoire Sanofi. Ah, ok. Puis, je suis partie en France parce que je me suis mariée en France. Ah, Mabrok. Ça remonte à 3 ans, mais ça fait longtemps ma galouli, je me bologue. Mabrok tout de même. Merci. Du coup, j'ai repris mes études en neurosciences. C'est un domaine qui m'a toujours passionnée, vu que quand j'étais FEF l'associatif, je m'intéressais beaucoup au développement personnel et voilà. Du coup, C'est un domaine vraiment, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. il est Voilà, passionnant. oui, surtout quand j'ai vu le sujet que vous alliez qui en rôle. Du coup, je me suis dit, ah, ça, il faut que je le fasse avec elle parce que c'est super intéressant. Et puis Ouais. voilà, quoi. Après, on pourra, s'il y a des questions, tu n'hésiteras pas, on pourra. Ah oui, j'hésiterai pas, Inch'Allah, oui, j'hésiterai pas. Ça va. Est-ce que tu penses qu'on devrait commencer ou là? C'est vraiment comme vous voulez, Choufi. Kafra, je sais pas où une chose combien on est. C'est pas comme Instagram ou Facebook où il en sait combien on est. Ouais. Enfin, je pense que. Attendez un instant. Salut. Salut, Claude. Oui, Med. Alors, on est 49. 59. On est 47, Ralouk. C'est Chaouri qui parle. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Oui, c'est vrai, il y a participants. Voilà. Oui. Il y a même une participante qui vient de commenter, elle a écrit on est 47. Mais moi, j'arrive pas à voir. C'est juste en dessous. Mais après, généralement, quand une personne parle, ça. Ah, il faudrait qu'ils coupent leur microphone, oui. Là, quand on pourra pas. Et quand ils veulent poser des questions, je pense qu'ils peuvent commenter ou. Ouais. À la classe, j'ai trouvé, Wayne. Wayne Mektou participant. Bravo, Salah. Ah, la découverte du siècle, on est 50. Mais écoutez, je pense qu'on pourrait commencer, non? Car 50, c'est déjà pas mal. C'est à vous de voir si vous voulez commencer ou là on attend, c'est comme vous. Moi, ça va. Déjà, je me suis connectée à 15h parce que pour moi, le décalage horaire, c'était dans l'autre sens. Et du coup. Moi, j'ai mon cahier, j'ai mon stylo, je suis prête à prendre des notes. Hein. Allez, parfait. Yallah, bismillah. Là, je vais faire un partage d'écran. Là, là. Je me déconnecte. Et yallah. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, je le vois, Anaya. J'arrive à le voir. Pour les personnes qui participent, dites-nous en commentaire si vous arrivez à voir l'écran. Oui, ils arrivent à le voir. Super. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Les gens que je ne vois pas et que je n'entends pas. Avant de commencer, j'aimerais aborder 2 points qui sont essentiels à savoir. Ce que je fais là, c'est de la vulgarisation. Donc, c'est un peu simplifier des faits scientifiques afin que des personnes qui ne sont pas dans le domaine puissent comprendre et suivre. Voilà, merci Hala pour la définition de la vulgarisation.
Le deuxième point, c'est le fait que je ne sois pas une professionnelle, enfin une experte du sujet. Donc, ce qui va se passer là, c'est un partage d'informations. J'ai fait 2 ans de master où j'ai eu pas mal de cours et j'ai lu pas mal d'articles sur le sujet. Mais je ne détiens pas la vérité et personne Personne ne ne la la détient détient. d'ailleurs. Voilà, oui, on fait Exactement. des Ah recherches, ouais, on est en train de changer d'avis sur plein de trucs. tout à Et fait, tout à fait. du coup je ne pourrais pas promettre de répondre à toutes les questions, mais s'il y a une question à laquelle on ne pourra pas répondre, on pourra checker les articles et les revues ensemble et je pourrais partager avec vous des articles qui sont intéressants. Inch'Allah. Voilà. Parfait. Donc, Parfait. j'aimerais commencer la présentation par un petit sondage. Du coup, j'aimerais que vous vous manifestiez si vous vous reconnaissez dans une des situations que je vais aborder. Après, je ne sais pas s'il y a l'option lever la main pour qu'on puisse voir quelles sont les personnes qui se sont manifestées. On ne sait pas. Mais Chopri, il y a l'option. Mais bon, après, c'est pas grave. Manifestez-vous Ils chez peuvent tout le temps commenter, voilà, voilà. Ils peuvent soit commenter, soit... Oui, voilà. Mais en tout cas, il faut y penser. Enfin, jouer le jeu. À la maison. bien sûr. Et si vous n'êtes pas concerné par les situations, veuillez quitter la conférence. On n'a rien à faire ici. Alors, la première situation. Je ne peux pas me séparer de mon téléphone et je le check à chaque fois que je ressens un ennui ou un stress. Qui le fait? Ah, on peut voir ça, je crois. Non. Je sais, vous le faites tous. Je sais. Ah, 22, 24, 26, 27. Ça monte. Bon, je n'arrêterai pas Artin Chouf 57 parce que je suis sûre que tout le monde le fait. Donc voilà, ça monte et ça confirme que, voilà, que tout le monde check son téléphone dès qu'on ressent une ennui ou on n'arrive pas. D'ailleurs, il y a une nouvelle nomenclature qui s'appelle nomophobie, no mobile phobia, qui est la phobie de ne pas avoir son téléphone près de chez lui. Enfin, C'est devenu une tendance hein, de notre siècle. Ah oui, il faut l'avouer. malheureusement, et l'impact sur le cerveau est immense. Oui. Deuxième situation, je maîtrise l'art de laisser ce que je dois faire maintenant pour plus tard. Les procrastinateurs, manifestez-vous. Non, ça, c'est pas moi. Ah, bravo Bouchara. Non, non. Bravo. Merci. Je puise mon bonheur dans une de ces situations. De la cigarette du matin et toutes celles qui la suivent. Du verre de coca bien frais après un repas bien gras. Ah, Du paquet de biscuits avec lequel je mange mes émotions. ah, ça, c'est très précis. Hein. J'ai Ouais. aimé la phrase. Du paquet de biscuits avec lequel je mange mes émotions. Oui, je le fais. Ou alors, de la cigarette avec un verre de coca et mon téléphone à la main après un repas bien gras. C'est le combo, là. Ça, c'est le combo, ça, c'est les pros des mauvaises habitudes. Ouh là là. Bravo, vous venez d'être identifié comme étant un fan des mauvaises habitudes. Allez, passons aux choses sérieuses. Notre routine est un enchaînement de nos habitudes. Nos habitudes sont une seconde nature. Pourquoi on dit que c'est une seconde nature? Parce que c'est des actes qu'on fait d'une façon inconsciente. On ne réalise pas qu'on les fait, mais on n'arrête pas de les faire. Oui, c'est automatique, quoi. Voilà, c'est automatique. Et quel que soit le type de l'habitude, c'est le résultat d'un apprentissage. Cet apprentissage, c'est un apprentissage qui est basé sur la récompense. Mhm. Je donnerai un exemple. L'apprentissage basé sur la récompense est appelé par Pavlov le renforcement. Un petit rappel de l'expérience de Pavlov. Donc, Pavlov a étudié la salivation chez son chien. Quand il présentait l'os à son chien, le chien salivait. Et quand il agitait la cloche, le chien ne salivait pas. Durant l'expérience de conditionnement,
Pavlov agitait la cloche au même moment qu'il lui donnait l'os. Oui. Et là, le chien a appris à associer les deux stimuli. C'est-à-dire que le chien a appris que quand il entendait le son de la cloche, il allait avoir sa récompense qui était l'os. Et donc, après le conditionnement, quand le chien de Pavlov entendait la cloche, il salivait, alors qu'il n'y avait pas d'os. Donc, le chien de Pavlov a appris que le stimuli sonore qui est le son de la cloche lui apportait une récompense qui était l'os. Oui. Et ça, c'est un apprentissage par récompense ou ce que Pavlov appelait Le renforcement. le renforcement. Exact. Ouais. Maintenant, je vais faire appel à votre imagination pour illustrer la formation de l'habitude et l'activation du système de récompense dans notre cerveau. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les Algériens, mais normalement, on voit moi, j'adore. Je crois qu'on est nombreux à l'adorer. J'allais mettre un gâteau au chocolat, mais moi, ce qui me fait saliver le plus, c'est Ksara, Srouna. Ah oui, oh là là. Donc, on voit cette galette. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, le premier truc, on tartine. Qui n'a chloré de la galette? Notre corps va envoyer un signal à notre cerveau. Il va lui dire: ah, ça, c'est une expérience magnifique. Il faut que tu gardes toutes les données pour qu'on puisse revivre cette émotion. L'émotion qu'on a ressentie était plaisante. En plus, on n'a pas ressenti que l'émotion. Le bout de galette avec le fromage nous a apporté la satiété, de l'énergie. Oui. Tout ça, notre corps en a besoin et du coup, il va envoyer ce signal au cerveau pour qu'il retienne le comportement qu'on a fait. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a eu un déclencheur. Là, le déclencheur, c'était la galette. Le déclencheur a conduit à un comportement. Le comportement, c'était de manger la galette. Et l'action de manger la galette a conduit à une récompense. La récompense, c'est la satiété, l'énergie, c'est ce qu'on avait ressenti. Oui. Et c'est à partir de cette récompense qu'on apprend. Donc, on revient à l'expérience de Pavlov. À partir de la récompense, à partir de l'os, le chien avait appris que le son de la cloche était un moyen d'avoir sa récompense. Donc voilà. Là, nous, ce qu'on va apprendre, on va apprendre que si on voit Hadil Ksara, on la mange, on agit, parce qu'il n'y a pas d'habitude sans action. On a une récompense qui est, donc, comme je l'ai dit, une énergie, un sentiment de bien-être. De satiété, etc. De satiété, voilà. Maintenant, passons au plan neurobiologique. Donc là, ça devient un peu plus technique et moins de vulgarisation. D'accord. La récompense est créée et générée par le système limbique. Le système limbique qu'on appelle aussi le cerveau émotionnel. Donc, le système limbique a plusieurs fonctions et plusieurs structures. Aujourd'hui, donc, on va aborder la fonction de la récompense et juste les structures qui sont impliquées dans le système de récompense. Donc, je précise ça parce que si quelqu'un va chercher, si vous allez chercher sur Internet le système limbique, il y a le gyrus cingulus, il y a plein de... C'est très vaste. Voilà, exactement. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va aborder 4 structures qui sont très, très importantes dans le reward system, donc dans le système de récompense. On a l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une région cérébrale qui a un rôle dans l'apprentissage et la formation de nouvelles mémoires. Comment ils ont découvert le rôle, la fonction de cet hippocampe? En 1936, donc le patient était né en 1926, un patient HM avait été épileptique. Il avait une épilepsie résistante aux médicaments. D'accord. Et son médecin a donc décidé, comme c'était en 1936, on pouvait décider de ce genre de décision, a décidé de faire la résection du foyer épileptogène, c'est-à-dire la région du cerveau qui provoquait ces crises d'épilepsie.
Attendez, il y a une personne qui a son microphone, il est activé, s'il vous plaît. Vous le mettez sur mute parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. S'il vous plaît. Merci. Donc, je reviens à l'hippocampe. Je reviens au médecin du patient épileptique qui avait fait la résection des lobes temporaux. Donc, c'est les parties du cerveau qui sont situées ici et qui contenaient l'hippocampe. Après la résection à ces foyers épileptogènes, le patient n'avait plus de crise d'épilepsie. D'accord. Sauf qu'il n'avait plus sa mémoire avec. Il a perdu sa mémoire. Et c'est à partir de là que les recherches ont commencé à être faites sur le rôle de l'hippocampe dans la mémoire. Et sans cette structure cérébrale, on ne peut pas apprendre de nouvelles choses. Une deuxième structure qui est l'amygdale. L'amygdale, c'est des petites structures qui sont placées en avant de l'hippocampe et qui jouent un rôle important dans la perception des émotions chez autrui. Par exemple… comme l'empathie, quoi. Oui, exactement. Comme l'empathie, comme la peur, comme la joie, comme le dégoût, comme le mépris. L'amygdale joue un rôle surtout dans la perception de l'émotion de la peur. D'ailleurs, les patients atteints du syndrome de Kluver-Bucy, qui ont une lésion des amygdales, ils ont du mal à reconnaître l'émotion de la peur sur le visage. Donc, si j'ai peur, un patient qui est atteint du syndrome de Kluver-Bucy ne va pas reconnaître l'émotion que je ressens, donc la peur. D'accord. Et on a le lobe frontal. Le lobe frontal, qui est donc la région située, comme son nom l'indique, au niveau frontal, qui joue un rôle important dans la motivation et la planification des actions. Donc, c'est un peu la région, on parle de cerveau droit et cerveau gauche pour tout ce qui est logique et tout ce qui n'est pas logique, tout ce qui est émotion. En vrai, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche quand on va dans le détail des choses. Et c'est le lobe frontal qui est responsable de la planification et de tout ce qui est logique, prise de décision et tout. C'est un peu le chef d'orchestre, en gros. Le chef d'orchestre de ce qui est bien, quoi. Je dirais ça. D'accord. Parce que en même temps, il faut savoir que le lobe frontal est la première structure cérébrale qui se désactive, qui s'inactive quand on est stressé. Mais ça, je ne savais pas. On parlera peut-être de ça une autre fois. Ben oui, Inch'Allah. Le striatum. Le striatum, c'est une structure cérébrale qui fait partie de plein d'autres structures cérébrales. Là, c'est vraiment de la vulgarisation, le paroxysme de vulgarisation. Mais le striatum joue un rôle dans la genèse des mouvements volontaires. C'est-à-dire, c'est lui qui va envoyer, c'est lui avec les structures avec lesquelles il travaille, qui va envoyer un signal pour les muscles, par exemple, pour leur dire, voilà, il faut bouger la main pour attraper telle chose. D'accord. Donc, on a ces 4 structures cérébrales qui communiquent entre elles avec de la dopamine. Sans la dopamine, sans ce neurotransmetteur, il n'y aurait pas de communication entre ces différentes structures et il n'y aura pas de récompense surtout. Enfin, il n'y aura pas d'activation du système de récompense. Maintenant, si on essaye de faire ça en rythme et avec moins de termes neuroscientifiques. Je vois un stimuli sonore, visuel ou quelque chose qui pourrait provoquer, la récompense, le plaisir. Le plaisir, oui. Il y a d'emblée une sécrétion de dopamine dans le cerveau. La dopamine est sécrétée par l'aire tegmentale ventrale. Sur le schéma, on le voit comme VTA. C'est une des régions donc, qui libère la dopamine. Cette dopamine va se fixer sur ces récepteurs qui sont sur les différentes régions cérébrales qu'on vient d'aborder. Et les différentes régions cérébrales vont commencer à communiquer entre elles. Donc, on a l'amygdale qui est responsable de la perception des émotions, qui va se dire « Ah, l'extra était trop bonne, je me sens super bien. » Le corps envoie des ondes positives. Et du coup, là, l'hippocampe, il se dit, donc l'hippocampe, quand on voit aussi sur le schéma, il se dit « Ah, super, mais du coup, je dois garder tous les détails de cet événement, tous les détails qui nous ont procuré ce plaisir. »
Donc, il va garder la mémoire. Le striatum est là pour agir. Du coup, il se dit, ah, du coup, je vais envoyer un signal pour les muscles, comme ça, ils vont prendre un autre bout. En même temps, le lobe frontal va nous aider à nous concentrer et à planifier l'action qu'on est en train de faire. La dopamine est en mode pump it up et le système nerveux, le système de récompense est activé. Ok. Voilà un peu comment le système de récompense est activé au niveau, sur le plan neurobiologique. Et cette récompense, ce plaisir qu'on a ressenti, est la clé de notre habitude. Parce que c'est ce qui va nous motiver, c'est le plaisir, c'est cette récompense qui va nous motiver à refaire, à répéter le comportement qu'on a fait jusqu'à ce que ça devienne une habitude. En gros, j'apprends quelque chose, le cerveau apprend un comportement, il le répète et ça devient une habitude. Donc, de la récompense, de l'apprentissage à partir de la récompense, se crée l'habitude. Se crée l'habitude, exactement. D'accord, j'ai compris. Voilà. Et cela va pour le ksara, pour ceux qui aiment le ksara, pour nos écrans, pour le sucre, pour la cigarette, pour les textos de certaines personnes qui n'a pas attendu de recevoir un SMS ou une notification d'une certaine personne. Donc, en gros, tout ce qui est addiction, c'est à ce niveau-là que ça va avoir son impact. Exactement. L'addiction, c'est un peu une surexpression de l'habitude. D'accord. Si je mange beaucoup de sucre, au début, c'est une récompense. Ça devient une habitude de manger son bout de sucre après le repas. Mais si je répète ce comportement et j'active et je suractive le système de récompense, l'addiction se crée. D'accord. Et là, on aura tendance à augmenter la dose de ce qu'on fait. Voilà, exactement. Après, l'addiction, c'est vraiment un autre sujet. On peut pas réduire une addiction à une habitude parce que… Ça va au-delà. Voilà, ça va au-delà. Peut-être qu'on pourra en parler une autre fois. Pardon, Avec plaisir. je vous interromps. Pardon. Oui. Oui. Il y a juste une participante qui vous dit si vous pouvez mettre la diapo en mode plein écran parce que l'écriture… Oui, c'est vrai. Merci. Du coup, نعاود من الأول ولا… Non, ما كنتش حنعاود شوقي. Voilà. Donc, je répète en mode plein écran. Comment se crée l'habitude? L'habitude se crée à partir d'un apprentissage qui est basé sur la récompense. Donc, il y a une action qui nous a procuré du plaisir. Le cerveau a appris que cette action a procuré du plaisir. Le fait qu'on répète ce comportement va créer notre habitude. Et si on surexprime cette habitude, ça va devenir une addiction qu'on abordera peut-être une autre fois. Inch'Allah, Inch'Allah. Maintenant, si on a envie de changer ou de moduler une habitude, une mauvaise habitude, parce que les bonnes habitudes, on les garde, s'il vous plaît, il faut savoir que c'est ni facile ni rapide de changer une habitude. Mais avec du temps et des efforts, c'est possible. Il y a au moins une bonne nouvelle. Ah oui. Pour moduler une habitude, plein d'études sont en train de se faire en ce moment, enfin, ont été faites et sont en train de se faire, et des livres, d'ailleurs, un livre que j'aimerais conseiller et dont je parlerai peut-être brièvement tout à l'heure, parle de comment est-ce qu'on pourrait changer une habitude, et l'élément clé est l'identification des éléments de la boucle. Donc, tout à l'heure, on avait parlé des éléments de la boucle. On avait parlé du déclencheur, du comportement et de la récompense, ce qui est connu ce qui est connu en anglais comme étant the trigger, the behavior and the reward. Si on arrive à identifier ces trois paramètres, on pourra commencer le process de changer une habitude. Si j'arrive à comprendre mon why, donc là, la boucle contient les trois questions. Ce n'est pas un peu le golden circle, pour ceux qui connaissent le golden circle, parce que normalement, le why est au milieu. Mais pareil, là, si on arrive à répondre au why, on peut arriver à commencer, enfin, j'ai pas envie de simplifier le phénomène de changement de l'habitude, mais si j'arrive à comprendre
pourquoi je fais ce comportement, pourquoi je répète ce comportement, j'arriverai peut-être à le changer ou à l'améliorer. Si je sais que ce comportement, je le fais parce que je vais donner un exemple. Est-ce que j'ai laissé un exemple? Non. Si à chaque fois que je finis mon cours, je descends à la cafette et je prends un immense muffin ou croquis بالحليب parce que ça me procure du plaisir, je dois comprendre وعلاش cette action me procure du plaisir. Est-ce que c'est parce que c'est un échappatoire, j'ai envie d'oublier un peu ce que je suis en train de vivre? Est-ce que c'est parce que c'est le sucre qui me procure ce plaisir? Est-ce que c'est parce que quand je mange هذاك القهوة بالحليب مع الكروكي, je parle avec des personnes agréables et du coup ça me procure un plaisir? Donc, comprendre le pourquoi je fais ce comportement. Oui, c'est important. Oui. Et pareil pour la cigarette et pareil pour le téléphone. Si je check mon téléphone chaque 2 minutes, c'est bien de savoir, c'est bien de se poser la question où allais-je, je check mon téléphone chaque 2 minutes. Est-ce que j'ai envie de fuir la réalité? Est-ce que j'ai envie de voir combien de vues sur ma story? Est-ce que j'ai envie de partager quelque chose? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de voir si telle personne m'a écrit? Ouais, un message, oui. Voilà, telle personne a regardé ma story, et j'en passe. Donc, comprendre le why de l'habitude. Parce que, comme je l'ai écrit, comprendre les envies qui alimentent les habitudes va nous permettre d'établir un plan d'action. D'accord. Un plan d'action qui nous aiderait à améliorer, à changer cette habitude. Donc là, j'aimerais partager avec vous du coup une expérience, une bonne habitude que j'avais développée et que le confinement a foiré. J'avais des difficultés à me concentrer pendant les révisions. Et du coup, un jour, en regardant un TED Talk, le speaker a parlé d'une application qui s'appelle Forest. Le but de l'application est de se déconnecter le temps qu'un arbre pousse. En gros, au début, on a cette petite plante. Et si je décide de me concentrer pendant 30 minutes, je donnerai à la plante le temps de 30 minutes pour pousser. Et si, par exemple, je décide à un moment, au bout de 15 minutes, de me déconcentrer et de prendre mon téléphone pour checker Instagram ou Facebook, je dois tuer l'arbre. Et du coup, ça donnerait quelque chose comme ce qui est dessiné à droite. Et Ah ouais, c'est un beau concept. oui, franchement, il est excellent pour se concentrer au travail ou aux études. Hein. Waouh, j'aime Et bien. donc, au final, on a une forêt. Et le nombre d'arbres reflète le nombre de 30 minutes, par exemple. Enfin, le nombre de 30 Qu'on a pu, voilà. Voilà, on a compris, repose en paix la langue française. Du coup, voilà, j'ai commencé à utiliser cette application et au bout de quelques semaines, j'arrivais à me concentrer sans même mettre l'application en marche. C'est-à-dire que j'arrivais à me concentrer pendant 30 minutes sur ce que je faisais sans checker mon téléphone. Et c'est donc devenu une habitude. Et du coup, là, si je récapitule, à partir d'un outil qui était l'application Forest, à partir d'un outil, j'ai créé une nouvelle routine. Et cette routine me procurait un plaisir. C'était ma productivité, j'avançais bien mes cours. Et du coup, ça, c'était une récompense, c'était le reward. Et c'est ainsi que la loupe de l'habitude s'est créée. D'accord. Donc, je crée un outil. À partir de l'outil, j'ai créé une routine. La routine me provoquait faisait naître... Pardon? À donner la récompense. Voilà, à donner la récompense. Et à partir de cette récompense, l'habitude était instaurée. Mais avant la création de cette habitude, avant la formation de cette habitude, j'ai pris conscience de ce qui me déconcentrait. J'ai répondu à mon why. Oui. La boucle le déclencheur, le comportement et la récompense. Je savais que je faisais ça parce que je voulais fuir mes cours, parce que
Je voulais satisfaire ma curiosité. Et du coup, j'ai mis en place un outil qui me permettrait de changer cette habitude et de développer une nouvelle habitude qui serait moins toxique. Donc, voilà, ça, c'est un exemple. Donc, en gros, notre cerveau perçoit la répétition comme un acte important. Il chauffe une répétition, il se dit « Ah, ok, c'est une action importante ». Et que ça soit un truc bénéfique pour nous ou pas. C'est-à-dire que si je commence à prendre un verre de coca après chaque repas, ce qui est néfaste pour ma santé, lui, il va se dire « Ah, ok, c'est une action importante ». Si je commence à fumer au réveil ou à fumer plusieurs fois la journée, il se dit « Ok, c'est une action importante ». Par contre, enfin non, pas par contre. Et si je lis à chaque fois que je me réveille ou à la salle de sport à une heure précise, ça aussi, il le perçoit comme une action importante. Et sur le plan neurobiologique, encore une fois, comment ce renforcement est fait? Quand on répète une action, on a pas une action, un comportement, on a une formation de nouvelles connexions neuronales. D'accord. Donc, les différentes structures cérébrales dont on a parlé et d'autres vont communiquer entre elles et elles vont créer des liens. Ces connexions, au début, elles sont faibles, mais plus on répète, elles sont faibles. Du coup, si j'arrête de faire le comportement, ces connexions vont disparaître. Par contre, si je répète ce comportement, les liens entre ces connexions neuronales, les liens entre ces différentes structures vont se renforcer. Oui. Et ce renforcement sur le plan moléculaire se fait par la formation de gaines de myéline. Oui, bien sûr. Oui, Donc, logique. Voilà. La gaine de myéline qui est l'élément clé pour la propagation du signal nerveux. C'est-à-dire, en plus de protéger les nerfs, la gaine de myéline va permettre une rapidité dans la propagation du signal nerveux. La propagation saltatoire. Exactement, propagation saltatoire. أنا نحسه بpremière ou deuxième année اللي مازاليش فاو على la propagation saltatoire. Donc, si je prends un nerf, ça c'est un nerf qui n'est pas myélinisé. Le signal nerveux, par contre, si j'ai un nerf qui est myélinisé et avec des couches de myéline qui sont épaisses, la propagation, le signal nerveux, elle est saltatoire. Du coup, le signal, il saute et du coup, il se propage beaucoup plus rapidement. Pourquoi notre cerveau fait ça? C'est pour économiser de l'énergie. Donc, on doit savoir que notre cerveau consomme jusqu'à 20% de notre énergie et il se doit de consommer, d'économiser un peu la consommation de son énergie. Donc, s'il voit qu'on est en train de répéter un comportement plusieurs fois, il se dit « Ah, ok, c'est un comportement qui va activer ces régions cérébrales plusieurs fois et du coup, vaut mieux avoir une forte connexion afin de consommer moins d'énergie à chaque fois. C'est comme ça que les liens se forment. Et donc, imaginez ce qui se passe quand on forme une habitude. Au niveau du cerveau, il y a une plasticité cérébrale qui se crée et c'est pas évident de supprimer ces connexions du jour au lendemain. Mais c'est possible. Donc, j'aimerais finir par parler d'un point qui est super important et qui est très tendance dernièrement et qui est utilisé même pour enlever certaines addictions, enfin pour combattre ou enlever, je ne sais pas comment on dit, enfin, je ne sais plus. Qui est le mindfulness. Oui. Le mindfulness, c'est être conscient, c'est to be aware. C'est-à-dire, si je suis conscient de ce que je fais déjà, de pourquoi je le fais et de comment je le fais, c'est le premier élément, c'est un peu l'élément déclencheur qui pourrait nous mener à moduler une habitude.
Donc, le mindfulness. Mindfulness. Je répète, mindfulness. Conscience. Il faut qu'on ait conscience de ce qu'on est en train de faire. Il faut qu'on ait conscience de pourquoi on le fait. Et surtout l'indulgence. Enfin, pas surtout. Aussi l'indulgence. Quand on essaye de changer une habitude, on va sûrement échouer plusieurs fois. Et l'échec ne devrait pas nous mener, enfin, ne devrait pas nous faire abandonner. C'est-à-dire qu'il faut se préparer à refaire la mauvaise habitude plusieurs fois avant de la changer ou de la modifier. Et juste accepter le trust the process, comme on dit. Donc, il faut être indulgent avec soi-même et toujours réessayer jusqu'à ce qu'on puisse y arriver. Ouais. Ouais. Indulgent, mais persévérant. C'est pas indulgent de pas indulgent et fainéant, oui, oui. Exactement. Indulgent, mais persévérant. Il faut aller au bout des choses. Donc, au final, just keep going until you miss it when you don't do it. Donc, on doit persévérer jusqu'à ce que la nouvelle habitude qu'on veut créer nous manque quand on ne la fait pas. Ouais. C'est à ce moment qu'on peut se dire, OK, je crois que j'ai une nouvelle habitude. Quand je ne peux plus rater ma séance de sport, c'est devenu une habitude. Quand je ne prends plus mon téléphone au réveil le matin et je prends un livre en même temps où là je médite, où là je fais quelque chose de productif, chaque matin, c'est devenu une habitude. Une habitude, oui. Voilà. C'est super intéressant. Moi, j'ai une petite question, Hakabak. Dis-moi. Alors, pour ce qui est du système de récompense, je voulais savoir s'il y avait une différence entre le système de récompense, un cerveau de femme et le cerveau de l'homme, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de différences entre les deux cerveaux. Donc, est-ce que le système de récompense à ce niveau-là a une différence? Alors, je ne pense pas qu'il y ait des études qui ont comparé, en tout cas, je ne suis pas tombée sur des études qui ont comparé les hommes et les femmes dans le système de récompense, mais la sécrétion de dopamine se fait chez toutes les espèces. C'est-à-dire que même le chien de Pavlov a une sécrétion de dopamine qui va provoquer l'activation du système de récompense. Donc ça, c'est quelque chose qui ne change pas chez toutes les personnes et chez toutes les espèces. Par contre, ce qui change, c'est ce qui déclenche le plaisir, c'est ce qui déclenche le reward, la récompense. Donc, ce qui déclencherait la récompense chez moi ne serait pas ce qui déclencherait la récompense chez toi. Et donc, j'imagine que c'est un peu pareil pour les hommes et les femmes. Ce qui déclenche la récompense chez nous n'est pas forcément ce qui déclenche la récompense chez les hommes. Donc, c'est plus une différence interindividuelle avant que ça soit une différence entre les deux sexes. D'accord. Voilà. D'accord. Parce que je me rappelle une fois, j'avais lu un truc sur tout ce qui est... C'était un mythe comme quoi les femmes sont plus généreuses que les hommes. Et quand au niveau de cette étude-là, ils ont vu que c'était le système de récompense qui était mis en jeu. Donc, ils ont vu que quand la femme partageait quelque chose et qu'elle offrait quelque chose, c'était son système de récompense qui était beaucoup stimulé. Tandis que quand l'homme laissait la chose pour lui-même et qu'il faisait preuve d'égoïsme, c'était aussi son système de récompense qui était stimulé. Donc, je me disais... voilà. Là, ce qui change, c'est pas comment le système de récompense est. Voilà, c'est vraiment l'élément déclencheur. La récompense. Si l'homme, c'est son égocentrisme qui va activer son système de récompense, chez la femme, c'est la générosité. Les hommes, c'était. Ah oui, c'est une blague. On sait que vous êtes généreux. Mais oui, il y a clairement des différences entre les hommes et les femmes. Le problème d'orientation et que les hommes s'orientent mieux que les femmes, ce n'est pas un... Enfin, ça existe vraiment, ça a été montré. Oui, c'est pas un mythe, c'est vrai. Oui, voilà, c'est pas un mythe. Ça a été montré par des études scientifiques qu'on s'orientait de façon différente. Et voilà. Et sinon, si vous avez des questions pour les gens qui sont là, voilà. Je pense que voilà, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Ou en activant le micro. Voilà, en activant le micro et vous pouvez poser la question. Allez-y.
حشمة ولا كلش مفهوم ولا ما كلش مفهوم؟ Tout à l'heure, il y avait des micros. Ah, il y a une personne, je pense, non? تاع ديدوش ماذا بيه il se manifeste أنا حابين نسمعه. Bonsoir Mina. Bonsoir. Bonsoir aussi Hala. Merci pour la session. En fait, je voulais vraiment savoir s'il y en a une différence entre lorsqu'on parle de cerveau gauche et cerveau droit. Oui. Genre, est-ce que ça a un impact sur les habitudes? Genre, qu'est-ce que tu en penses du sujet? Alors, Voilà, je l'ai dit brièvement tout à l'heure, je crois que quand on parle de cerveau gauche et cerveau droit, c'est vraiment une vulgarisation très simpliste parce que, par exemple, j'ai donné l'exemple à l'hippocampe et à l'amygdale, c'est des structures cérébrales qui existent dans les deux hémisphères. D'accord. Donc, pour déclencher, pour activer le système de récompense, les deux hémisphères, donc les deux cerveaux, Kimangolo, les deux cerveaux doivent être activés. Donc, celui de droite et celui de gauche. Qui voulait que le cerveau gauche, c'est plus un cerveau de la planification, de la logique. Voilà, Rationnel. Le cerveau droit, c'est plus la créativité. Créativité et tout ça. Sur le plan neuronal, c'est pas comme ça que ça marche parce que les deux hémisphères sont en contact sont en communication constante les uns avec les autres. D'accord. L'un avec l'autre, pardon. Donc, je ne pourrais pas démentir parce que les gens qui ont vulgarisé ça de cette manière doivent avoir leur raison. Mais d'un point de vue neuroscientifique, non, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire parce qu'il y a toujours des connexions interhémisphériques. Donc, on ne peut pas dire que c'est... Tout à fait, oui, tout à fait d'accord avec vous. Ouais. D'accord, merci. Merci Céline. Merci. Je pense qu'il y avait une autre question tout à l'heure en commentaire, mais je n'ai pas pu la lire complètement. Attendez. Alors, il y a eu quelqu'un qui a dit des livres que vous recommandez, s'il vous plaît. Ah oui, oui. Alors, le premier livre que je recommande, du coup, qui était une lecture qui m'était offert par une personne super inspirante, c'est The Power of Habit de Charles Duhigg. Difficile comme nom, hein? Oui. Charles Duhigg. Voilà. C'est vraiment un livre extraordinaire et qui parle des bases neuronales. Enfin, j'ai fait des neurosciences, donc je ne sais pas à quel point une personne qui n'a pas fait ça pourrait comprendre, mais je pense que c'est un livre destiné à tout le monde et qui nous apporte énormément de culture sur le cerveau. Voilà, et de toute façon, ils pourront tout le temps faire des recherches s'il y a des termes qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Voilà. Ah, oui. Bonjour Minna et bonjour Gisèle. Bonjour. J'aimerais vous poser une question à propos du temps qu'on peut mettre pour changer une nouvelle habitude. Peut-être que ça peut changer d'une personne à l'autre, mais j'aimerais savoir au bout de quel moment on peut former ces gaines de myéline. Voilà, pour renforcer nos connexions neuronales. D'accord. Alors, les dernières études, je crois qu'il y a eu une étude qui a été faite en 2015, a démontré qu'on prenait 3 semaines pour acquérir une nouvelle habitude. Donc, oui. pour que la plasticité cérébrale se fasse, ça prend 3 semaines. C'est franchement rien, 3 semaines, Zama. On peut persévérer pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'on forme la bonne habitude. Dit comme ça a l'air vraiment facile. Oui. 3 semaines, c'est rien. Ouais. Super, merci beaucoup. Merci Mina. 3 semaines pour une nouvelle habitude. Hein. On va tous s'y mettre. Allez. Super. Il y a d'autres questions en commentaire, je crois. J'arrive pas à les... Attends. Je peux les lire si vous voulez. Oui, c'est bon. Attends. Alors, selon votre expérience, la récompense la plus motivante est-elle souvent affective ou financière ou autre? Ok. Alors, ça aussi, ça dépend des personnes parce qu'il y a eu des études justement qui ont été faites où ils avaient utilisé différents types de récompenses.
Et en effet, il y a des personnes qui étaient motivées par des récompenses financières. Après, je pense que tout le monde l'est, mais Bah oui, c'est un peu ancré en nous. Voilà, Ouais. c'est un peu la nature humaine. Voilà. Après, c'est vraiment, il y a des différences interindividuelles. Il y a des personnes qui sont portées plus sur l'argent que sur les émotions et vice-versa. Donc, ça dépend vraiment de la personne. Et je reviens du coup au why, à notre question. Le why, c'est le pourquoi. Pourquoi je fais telle action? Est-ce que parce que moi, cette récompense m'apporte à moi du bonheur? Donc, il ne faut pas voir la récompense comme étant quelque chose d'universel, mais plutôt quelque chose d'individuel. Chacun doit savoir, enfin, doit creuser au fond de lui et essayer de comprendre pourquoi il fait cette action et pourquoi il maintient ce comportement. D'accord. Je ne sais pas Il y a si une j'ai autre... bien répondu du coup. Si. Moi, je pense que si. Ouais. Alors, il y a une autre question. Ils ont dit alors, et si la nouvelle habitude qu'on veut acquérir ne donne aucune sensation de récompense, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, ne la développez pas, hein. La vie est trop courte pour ne pas ressentir du bonheur. Pas Euh, mal. une habitude. Mais c'est vrai que parfois, il y a certaines habitudes qu'on voudrait développer, mais au début, c'est très agaçant. Yani, ça ne nous apporte pas un grand plaisir. Faudrait qu'on ait un exemple parce que c'est très très difficile de développer une habitude sachant que ما نحبوهاش. Oui. Parce que par exemple, j'aime pas ما نحبش ندير sport. Je ne fais pas ما نحبش ندير sport. Je ne vais pas me dire ah ok, il y a aucune récompense à la fin, je ne vais pas faire du sport. Parce que à un moment, l'activité physique, elle provoque une libération d'endorphines et c'est ces endorphines qui vont nous provoquer du plaisir. Donc moi, je ne peux pas juger de la récompense sans l'avoir fait. Voilà, il faut expérimenter. Il faut Exactement. expérimenter la chose. Oui. Parce que parfois, c'est la sensation, c'est ce qui se passe dans l'organisme, dans notre corps, qui va créer cette récompense. Donc, il ne faut Oui. pas juger une habitude, se dire, ah, un an, il a sport, mais sport, il délaie les courbatures, vu comme ça, personne n'a envie de faire du sport. Par contre, si on s'y met, je vois à quel point on se sent bien après grâce à la sécrétion des endorphines, de la dopamine et juste du bien-être que le sport nous procure. Ça devient une habitude et on ne peut plus s'en passer. Après, Je suis tout à fait d'accord. si la personne qui a posé la question a une habitude qu'elle aimerait développer et elle n'imagine pas de récompense pour cette habitude, j'aimerais bien, je suis curieuse de savoir, donc ce serait bien si elle pouvait se manifester pour nous dire... Voilà, oui. Donc, Donc, la personne qui a posé la question, si tu veux bien nous donner l'exemple de cette habitude que tu n'arrives pas à développer parce qu'elle ne procure aucun plaisir, alors s'il te plaît, tu nous le dis. Il y a aussi une personne qui a dit des astuces, s'il vous plaît, pour vaincre la procrastination. Le guitare. Je ne pourrais pas préparer ce diapositive en 2 jours. Sachant que Géoprime m'a contacté il y a 1 mois. Mais en vrai, bon, comme je l'ai dit, je ne peux vraiment pas répondre à ce genre de questions. Mais c'est toujours à partir de la boucle de l'habitude. Comment dire ça? Se dire pourquoi je suis en train de procrastiner, agir, parce que sans l'action, il n'y a pas d'habitude qui se forme. Quand j'agis, j'ai cette récompense, j'ai ce bien-être et cette fierté parce que j'ai pu accomplir mon travail fait Urto. Et si je répète ce comportement fait Urto, je peux vaincre la procrastination. Donc, par exemple, je dois, tous mes exemples à sport, je vais innover un peu. Laissez-moi réfléchir. J'ai envie de lire avant de dormir au lieu de checker mon téléphone. Mm-hmm. Mais à chaque fois, je procrastine. Non, ça c'est pas de la procrastination. La procrastination, c'est... C'est surtout le fait de tout laisser à la dernière minute. Et... Je pense que le meilleur exemple, ce serait vraiment les révisions. Ok. Donc, j'ai un examen ophtalmo, 9 semaines. Je dois réviser, mais je ne le fais pas. Les 2 dernières semaines, je bâcle.
je ne vais pas pouvoir développer cette habitude pour l'examen à l'ophtalmo parce que, déjà, ça va me prendre 3 semaines et j'ai réalisé ma procrastination parce que j'ai procrastiné. Voilà, oui. Donc, je vais développer cette habitude pour l'examen à gynéco qui va venir. Je vais me dire, OK, Marahadi, je sais que je laisse le travail d'aujourd'hui pour demain. Et je sais que si je commence à réviser plus tôt, je vais mieux comprendre le sujet. Du coup, j'ai identifié quelques éléments de ma boucle. Donc, le déclencheur, c'est la révision. Le comportement, c'est la révision. Et la récompense, c'est le fait de maîtriser son sujet. Parce que demain, je suis médecin, je suis ingénieur. Si j'arrive à maîtriser mon sujet, je crois que c'est la plus belle des récompenses. Si je commence le prochain module en me disant « Ok, Hadl-Marra, je commence la première semaine à réviser, à revoir mes cours » et je répète ça chaque soir, je répète ça, il y aura forcément des connexions cérébrales qui vont se former. Oui, à chaque fois que tu rentres à la maison, tu as systématiquement le réflexe d'aller réviser parce que c'est devenu une habitude. À force de répéter ce comportement, de rentrer chez toi ou là, après le cours, tu vas à la bibliothèque et tu révises, ça devient une habitude et c'est une habitude qui va nous permettre de moins procrastiner en moins pour les révisions. Pour ce qui est des révisions, oui. Voilà. Alors, attendez, alors. Que faire quand on veut des habitudes récompensées à long terme plutôt que instantanément? Moi, j'ai pas trop compris la question parce que déjà l'habitude, elle peut pas se faire instantanément. Donc, Khalek, que faire quand on veut des habitudes récompensées à long terme plutôt que instantanément? Moi aussi, j'ai pas compris la question. Manifeste-toi. Voilà, donc Rim, Jazouli, si tu veux bien activer ton micro et mieux exprimer la question parce qu'on n'arrive pas à trop la comprendre. Donc pendant qu'elle le fait, alors il y a aussi Hossein, il dit, est-ce qu'il y a possibilité qu'on réussisse à développer une habitude et après on perde le sentiment de récompense? Oui, parce que, enfin non, j'ai pas envie de répondre par un oui parce que c'est un avis que je vais donner, mais la récompense, c'est un moyen d'apprentissage. C'est-à-dire que quand je développe l'habitude, ça devient un mécanisme. Je ne cherche plus la récompense. C'est comme, ça devient comme conduire ou marcher. C'est une habitude, c'est un truc automatique que je fais d'une façon inconsciente. Donc, la récompense, c'est un moyen de développer l'habitude. J'ai une récompense, je ressens du plaisir, j'ai envie de ressentir ce plaisir une autre fois. Du coup, je vais répéter le comportement que j'ai fait grâce à cette récompense. Et c'est cette répétition qui va qui va engendrer l'habitude. Oui. Il y a aussi la notion qui rentre, parce qu'il a parlé de instantanément et à long terme, la notion d'hédonisme et de démonisme. Donc, c'est un peu scientifique, mais l'hédonisme, c'est vraiment un plaisir qui répond au stimuli. Donc, ça, à un moment, c'est trop éphémère. Tandis que le démonisme, c'est plutôt quelque chose qui nécessite beaucoup d'efforts, comme l'habitude, et donc, c'est pas quelque chose d'éphémère. D'accord. Maintenant, je ne pas parce que je me rappelle. Non, on l'a rajouté une question en fait. Hein. C'était une question parce que j'avais vu ça, je ne me rappelle plus le livre où j'ai lu ça, mais ça parlait de ces deux notions d'hédonisme et de démonisme, donc la différence entre un plaisir éphémère et un plaisir qui a longue durée, parce que ce plaisir-là a nécessité beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, et c'était pas... Voilà. Et là, je reviens à Tannick, voilà. Oui, mais là, on parle juste de récompense. Et après, ce n'est pas forcément un plaisir. Après, enfin, ça dépend de comment on définit un plaisir. Mais ça peut être juste la satisfaction, la fierté, l'accomplissement qu'on ressent. D'être venu à bout à ce qu'on... C'est pas juste un bien-être émotionnel. C'est pas... C'est pas le hubbu. Je veux dire, je ne sais pas ce que fait Tony, mais... non, c'est vraiment le changement que cette habitude a eu sur notre vie de tous les jours. C'est pas juste un truc... oui, mais j'ai compris. Oui.
Alors, il y a encore d'autres questions. Attendez. Alors, Yousri, est-ce que l'addiction à certaines substances toxiques peut être assimilée aux mauvaises habitudes? Et si oui, comment expliquer le syndrome de sevrage qui n'est pas constant dans toutes les addictions? Merci à vous. Alors, je m'attendais à des questions comme ça et c'est vraiment pas un sujet que je pourrais aborder maintenant parce que l'addiction, c'est quelque chose de très, très différent et le sevrage encore plus. Et ça me ferait énormément plaisir de parler de ce sujet une autre fois. Mais l'addiction est effectivement une surexpression de l'habitude, comme je l'ai dit. Donc, c'est à partir d'une habitude, si on suractive ce système de récompense, on a besoin, si par exemple, je sais pas, une drogue me procure un plaisir physique, je la consomme. Au bout d'un moment, les récepteurs cérébraux vont perdre leur affinité, vont se désensibiliser et du coup, j'aurai besoin d'une plus grande concentration afin d'activer ce système de récompense et d'avoir le résultat recherché. Et c'est ce qui crée l'addiction. Mais quand on parle d'addiction, on sort vraiment de l'habitude. On a parlé brièvement de l'addiction juste pour dire que ça commençait par une habitude et que c'est surexprime. Voilà. Donc, l'addiction, une autre fois peut-être. Ben, Inch'Allah, c'était super enrichissant aujourd'hui, donc je suis sûre, Inch'Allah, on fera un autre live. Oui. Est-ce qu'en créant des habitudes peut aider à prévenir des maladies dégénératives? C'est intéressant ça. C'est très intéressant, c'est des questions bien réfléchies. C'est une question ouverte, donc je pourrais juste partager quelques informations, mais c'est vraiment très très vaste. Quand on parle de maladies neurodégénératives, déjà c'est très vaste. Donc, je peux citer la sclérose en plaques, le Parkinson, l'Alzheimer. Bref, je l'ai dit, c'est très vaste. Mais oui, les bonnes habitudes peuvent prévenir ça. Je le dis avec affirmation et je ne devrais pas parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la recherche. Mais je donnerai quelques exemples. Par exemple, si j'ai l'habitude de dormir à des heures bien précises, je fais mes 7 heures à 8 heures de sommeil, cette habitude va prévenir l'Alzheimer. Oui. Parce que, si il y a des médecins parmi nous, l'Alzheimer, c'est l'accumulation de plaques amyloïdes qui sont, pour vulgariser, des déchets du cerveau. Et ces déchets du cerveau sont éliminés par le liquide céphalorachidien quand on dort. Donc, les patients, plutôt les personnes qui ne dorment pas tôt et qui passent leur temps leur nuit sur Netflix ou sur la Play ou sur leur téléphone, ces personnes ne vont pas éliminer les déchets de leur cerveau et il y a un risque de développer du coup un Alzheimer. Ouais. Si je prends un autre exemple, si je fais une activité physique régulière, je peux prévenir. Une activité physique régulière, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle va augmenter l'épaisseur des gaines de myéline dans les circuits cérébraux qui sont responsables de la réponse à cette activité physique. Et avoir de la myéline dans le cerveau prévient les poussées dans la sclérose en plaques, par exemple. Sclérose en plaques, oui. Voilà. Donc, voilà, c'est quelques exemples. Là, c'est juste à partir de ma logique que je dis que oui, les bonnes habitudes, certaines bonnes habitudes. Après, la bonne habitude de manger de la salade, je ne sais pas si ça va prévenir les maladies dégénératives. Mais ça aura sûrement un bon impact sur un autre organe. Que, oui. Voilà. Alors. Bonjour et merci pour l'enseignement fourni. Donc, en fait, ma question est de savoir si le manque de sommeil peut nous amener à développer une nouvelle habitude, comme manger trop gras et trop sucré, ou bien cette nouvelle habitude est le résultat compensatoire du centre de récompense du cerveau. Je répète ou là Oui, oui, vas-y, comme ça je suis sûre de... Alors, Alex, si le manque de sommeil peut nous amener à développer une nouvelle habitude, comme manger trop gras ou trop sucré, et cette nouvelle habitude est le résultat compensatoire du centre de récompense du cerveau. Donc, est-ce que c'est lié? Est-ce que... Oui. C'est une question...
très intéressantes, comme toutes les questions. Hein. Oui. Mais je crois que c'est un peu plus profond que ça parce que le manque de sommeil, c'est un peu une perturbation du cycle circadien. La perturbation du cycle circadien, c'est une perturbation des hormones. Et perturbation des hormones, je citerai la gréline, la leptine et il y a une autre hormone que j'ai oubliée. Mais bref, la gréline, c'est l'hormone sécrétée par l'estomac qui va envoyer un signal de faim pour le cerveau. Et la leptine, elle est sécrétée par l'hypothalamus qui va envoyer un signal de satiété. Donc, si le manque de sommeil perturbe le cycle circadien, ces hormones à leur tour seront perturbées. Donc, la sécrétion de leptine, c'est bon, ou la gréline qui nous dit bon, maintenant j'ai faim, il faut manger, ils sont perturbés. Donc, à partir de ces signaux qui sont internes à l'organisme, on développe des mauvaises habitudes. D'accord. Donc, au lieu que l'habitude soit développée à partir d'un stimuli externe, elle est développée à partir d'un stimuli interne. Et je crois que c'est un peu plus compliqué de changer des habitudes comme ça. Il faut donc commencer par changer ses habitudes à le sommeil pour régler son cycle circadien. Voilà. D'accord. J'espère que j'ai répondu. Après, si ma réponse n'est pas complète, n'hésitez pas. Alors, toujours dans le même thème du cycle circadien, comment on peut régler notre horloge biologique? أيوة ما ترقدش نهار طول تعيا 9 على 10 tu dors. S'il y a des problèmes de sommeil, ça me dépasse. Oui, là, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Voilà, surtout si c'est une question d'insomnie. Franchement, j'ai pas lu énormément de choses sur comment régler son sommeil, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Même sans lire ou là, les causes des insomnies, elles sont différentes d'une personne à une autre. Donc, on ne peut pas généraliser et dire ça ou ça. Donc, mais on peut créer une bonne habitude. Nahi téléphone 2 heures avant le sommeil. Quitte nahi téléphone 2 heures avant le sommeil, pardon. Tu stimules la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Tu stimules ton hormone du sommeil, tu peux mieux dormir. C'est des petites habitudes qui peuvent avoir une influence sur l'insomnie. Après, encore une fois, il y a des gens qui disent non, on a nahi les écrans, et disent non, je ne touche pas à mon écran et pourtant j'ai des insomnies. Donc, voilà, ça diffère d'une personne à une autre. Voilà. Mais maintenant, on peut encore méditer. Il y a plein d'applications pour méditer la nuit et dormir. C'est le mindfulness dont on a parlé. Voilà, oui. Alors, est-ce que trop d'ambition non réalisée nuisent avec l'âge? Entre parenthèses, 55 ans. أنا ما درتش على l'ambition. ما تقولوليش حوايج ما قلتهمش. L'ambition. عاودي لي بوشا. Oui, attends. Alors, elle a dit, est-ce que trop d'ambition non réalisée nuisent avec l'âge? 55 ans. Donc, en gros, est-ce que l'ambition, c'est autre chose, non? Parce que quand on dit ambition, par exemple, des projets qui n'ont pas été réalisés, même si on a essayé d'avoir de bonnes habitudes, est-ce que le fait d'avoir eu que des échecs peut nuire? Franchement, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Attendez, on essaye de relire la question. Est-ce que trop d'ambition non réalisée nuisent avec l'âge? En gros, est-ce que le fait de ne pas pouvoir développer une nouvelle habitude peut avoir de mauvaises répercussions sur notre cerveau, c'est ça? Et si j'essaye de... Si on n'arrive pas à développer de nouvelles habitudes, il ne faut pas abandonner, il faut persévérer. Il faut avoir l'ambition de persévérer chaque jour de notre vie. The struggle is real, comme on dit. C'est pas du jour au lendemain, Anna, je me réveille et me dis aujourd'hui je suis une personne parfaite et c'est pour la fin de mes jours. Aujourd'hui je suis bien, je suis proactive, je suis productive, mais demain je peux procrastiner, ne pas faire ma séance de sport, ne pas manger sain, mais il faut pas se dire ok, aujourd'hui j'ai une calamité, du coup c'est ce qui m'identifie, je suis comme ça.
Il Oui, faut oui. que chaque jour soit un combat pour développer de nouvelles habitudes. Voilà, il faut vivre au jour le jour, hein, et c'est tous les jours un nouveau combat. Ouais. En plus, on est des humains, il y aura tout le temps des journées où on va rien faire et c'est tout à fait normal. On n'est pas parfait. Exactement. Alors, Oui. Alors, merci beaucoup, très instructif. S'il vous plaît, parlez-nous du cycle renforcement positif et négatif. renforcement positif ou négatif. Parler du cycle comme ça, sans illustration, ça serait difficile. Mais on peut demander à WebMed de programmer une autre conférence pour parler de ça. Oui. Visioconférence. Avec toutes les questions qu'on a eues, je pense qu'on pourrait faire 10 autres vidéoconférences sur des sujets totalement différents. Moi, je suis là. Alors, la personne qui avait posé la question sur l'ambition, elle a dit convaincue, merci. Je pense que... Attendez. Est-ce que le salaire peut être la récompense d'aller tous les jours au boulot ou y a-t-il d'autres récompenses malgré le salaire? C'est... Encore une fois, ce n'est pas les neurosciences qui vont développer ça, c'est les intérêts de chaque personne. Si moi, le salaire ne me suffit pas, clairement, je n'aurais pas envie d'aller chaque jour travailler pour ce salaire. Enfin, du moins, je serais obligée, mais je ne serais pas heureuse. Mais il y a d'autres personnes qui te diront, non, là, je m'en fous, l'essentiel, je reçois mon salaire à la fin du mois et ça me va. Donc, Ouais. encore une fois, il y a une différence interindividuelle qui est immense. Ça dépend de notre vécu, ça dépend de plein de choses, en fait. Ça dépend de... Tout à fait, ouais. Où on est. Je pense qu'on a... On a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour, oui. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que... Alors, les gens, si vous avez encore d'autres questions, allez-y. Mais là, je viens de tout checker et je pense que... Il n'y avait que des oui, 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 non, 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 non au début, quand on était en train de poser la question. Mais je pense qu'on a fait le tour. Okay. Voilà, donc oui, je serai reconnaissante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très instructif. Voilà, donc c'était vraiment enrichissant. Voilà, il y a encore des gens qui disent merci. Voilà, et c'est à mon tour de vous dire merci parce que voilà, j'ai pris plein de notes. Ah, bah, parfait. C'était super intéressant et ouais, je suis sûre qu'après ça, demain, je vais télécharger le livre là et je vais commencer à faire des recherches parce que c'est toujours comme ça que ça commence. Franchement, et si vous avez des personnes dans votre vie qui peuvent vous offrir des livres comme ça, ne les lâchez pas. C'est les vrais. C'est les vrais, donc. Voilà. Donc, voilà, donc voilà, je pense qu'on est arrivé. Il y a un autre livre que j'aimerais conseiller. C'est un livre que beaucoup doivent connaître. C'est Les 7 habitudes de ceux qui réussissent leur vie. C'est un livre, comme on dit, Never judge a book by its cover. Le titre peut faire un peu bon chic, bon genre, mais c'est un livre qui m'a appris énormément de choses. Et c'est un livre que je conseillerais. C'est Stéphane Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Je pense que je l'ai lu 2 fois, ce livre. Oui. C'est un incontournable. C'est un incontournable. Oui, c'est un incontournable. Voilà, donc, il y a une fille, elle a dit proposez-nous d'autres thèmes en neurosciences. Doka. Doka. Ben, moi, je me ferais un immense plaisir à préparer des trucs. On pourra parler de l'addiction parce que ça a été abordé. Oui, ça a été abordé, oui. On peut parler, je ne sais pas, proposez-moi ce que vous aimeriez. Voilà, c'est à vous. Voilà. Proposez-nous et on fera de notre mieux pour organiser un autre. Voilà. Est-ce qu'il y a des sites où se... Alors, il y a une question. Est-ce qu'il y a des sites où se documenter sur les neurosciences? C'est la nouvelle tendance, c'est la science du siècle. Oui. Donc, déjà, je vous conseillerais, si vous êtes étudiant en sciences, en médecine ou là en sciences, le site Sci-Hub. S-C-I, ensuite H-U-B. Alors, c'est un site de piratage. Enfin, piratage, j'ai pas envie d'utiliser ça, mais leur but, le but à les créateurs TAO, c'était
de contribuer à ce que le savoir et la science soient gratuites. Enfin, et du coup, vu que les articles scientifiques sont payants, qui sur Google, je tape neurosciences, je ne sais pas, développer une nouvelle habitude. J'ai des articles scientifiques liés. Mais j'arrive pas à les lire, j'arrive à lire que l'abstract. Je peux copier le lien de l'article et le coller sur Sci-Hub et on a l'article gratuitement et on peut le lire. Après, il faut avoir quelques notions en anglais parce que la plupart des articles sont publiés en anglais. Oui. Et là, clic droit, traduire en français et après vous avez une traduction qui est très drôle mais qui marche pas. Très drôle, hein. Ouais. C'est vrai que la traduction Google, c'est un peu... Ouais. Il y a une personne qui a dit, je vous recommande fortement un livre, How to Have Impossible Conversation. Donc, il est magnifique si ça vous intéresse. Et merci pour vos recommandations. Merci à toi pour ta recommandation. Merci. Voilà. Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéoconférence. C'était vraiment instructif et très enrichissant. Vraiment, merci, Hala, c'était super. Inch'Allah, on reprogrammera une autre... Inch'Allah. Voilà. Surtout qu'on est confiné et qu'on a le temps. Donc, Moi, je ne suis pas confinée, mais allez, je sais dire. Voilà, donc merci encore une fois. C'était un plaisir. Et merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, Hala. à tous les participants. Merci, Shauqi. Et développer de bonnes habitudes. Oui. Le live est enregistré pour les gens qui ont raté. Ils peuvent le trouver sur notre chaîne YouTube, Club Wimed. Ça marche. Super. Merci. Super. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye. Ciao.